Bonjour, docteur Caroline Ménache-Starobinski. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au centre hospitalier Le Vinatier pour discuter ensemble du TDAH. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? D'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité à partager cette expérience d'introduction de la lisdexamphétamine en France. Donc, je suis neuropédiatre, je travaille à Genève dans une structure privée. J'ai fait ma formation en partie aux États-Unis et donc c'est là, à Boston, que je me suis initiée pour la première fois au TDAH. Et ensuite, j'ai poursuivi cet intérêt quand j'étais donc à l'hôpital universitaire de Genève et également depuis que je suis installée dans cette structure privée qui est une clinique privée où j'ai monté une consultation pluridisciplinaire du TDAH. En Suisse, quelle est la place de la lisdexamphétamine dans la prise en charge du TDAH chez l'enfant et l'adolescent par rapport au méthylphénidate? En Suisse, comme dans de nombreux pays, c'est un traitement de deuxième ligne et les indications, c'est soit une inefficacité du traitement par méthylphénidate, soit une intolérance. Quels critères cliniques ou contextuels orientent votre choix vers la lisdexamphétamine plutôt qu'un autre traitement? C'est vraiment les critères que je viens de vous citer, c'est-à-dire que quand on a l'impression qu'on a un effet suboptimal ou que le traitement est inefficace ou mal toléré, ou les deux, en général, je propose directement un essai avec de la lisdexamphétamine plutôt que de tester un autre méthylphénidate ou une autre forme galénique de méthylphénidate. Quelle est votre expérience en termes d'efficacité et de tolérance chez les enfants et les adolescents? Excellente, tant sur le plan de l'efficacité que sur le plan de la tolérance. Bien sûr, comme toujours dans le TDAH, chaque personne réagit différemment et il est important de préciser aux patients qu'on n'a aucune garantie que ce traitement sera mieux toléré ou plus efficace. Néanmoins, dans une grande majorité des cas, j'observe moins d'effets secondaires, donc souvent moins d'effets négatifs sur l'appétit, moins d'effets rebonds, ça c'est très important en pédiatrie, parfois moins de difficultés d'endormissement. Et les patients décrivent également de se sentir un peu plus eux-mêmes. Une plainte qu'on a souvent sous méthylphénidate, c'est que surtout les adolescents disent « je me sens trop renfermé, j'arrive moins à socialiser ». Et ça, je trouve qu'on l'a moins avec l'Elvance. Dans la plupart des cas, je répète, chaque patient est différent, mais je trouve que c'est un médicament qui est intéressant pour tous ces aspects-là. Donc la tolérance est bonne, sauf exception, et l'efficacité est tout aussi bonne, parfois même meilleure. Observez-vous des différences d'acceptabilité par les familles et par les enfants et les jeunes par rapport au méthylphénidate? Est-ce différent? Oui, curieusement, l'acceptabilité est meilleure. Je pense que c'est parce que c'est un traitement de deuxième ligne et que les familles ont déjà franchi le pas de donner un traitement à leur enfant, de passer à un traitement psychostimulant. C'est une étape, comme vous le savez, qui suscite beaucoup d'inquiétude et qui demande vraiment qu'on donne de nombreuses explications aux parents. C'est très important, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation et c'est très important pour la compliance. Donc une fois que les familles ont franchi ce pas et qu'elles ont souvent constaté déjà un certain effet bénéfique du traitement, elles sont très ouvertes à essayer la lisdexamphétamine. Moi, je mets vraiment un point d'honneur à bien expliquer aux parents que ce médicament est un dérivé des amphétamines pour éviter les mauvaises surprises. Et vraiment, dans la plupart des cas, ça se passe très très bien. Je pense que je n'ai que très rarement eu des refus, ou probablement jamais. J'ai même parfois des parents qui viennent à la première consultation et qui aimeraient débuter le traitement par la lisdexamphétamine parce qu'ils en ont beaucoup entendu parler et ils considèrent que c'est un nouveau médicament. La Ritaline fait très peur, la Ritaline a mauvaise presse. Et donc, dès qu'on ne parle plus de Ritaline, le nom est différent et ça les rassure. Et je dois souvent leur expliquer qu'on est quand même obligé de passer par le méthylphénidate d'abord. Est-ce que cette différence d'acceptabilité est la même pour les professionnels? Oui, je pense. Je pense que les professionnels sont encore plus ouverts parce qu'ils comprennent bien la notion que deux molécules peuvent avoir le même effet, mais que ces deux molécules et que la tolérance peut être différente. Donc dans le milieu professionnel, je pense qu'il y a vraiment, j'ai jamais observé de difficulté à accepter l'idée de passer à la lisdexamphétamine. Quelles modalités de suivi et d'évaluation sont habituellement mises en place pour ajuster le traitement en Suisse? Quelle est la surveillance recommandée pour la lisdexamphétamine? La surveillance recommandée, c'est de suivre le poids et la taille de l'enfant, ainsi que la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Ce sont les mêmes recommandations que pour le méthylphénidate. Il n'y a pas d'obligation de pratiquer un électrocardiogramme avant l'introduction de la lisdexamphétamine.
exactement comme dans le cas du méthylphénidate, on ne fait un électrocardiogramme ou une consultation cardiologique que s'il y a des antécédents personnels ou des antécédents familiaux de problèmes cardiaques ou des plaintes, ou si en cours de traitement on observe des plaintes ou une sensation de tachycardie. Mais sinon, il n'y a pas de nécessité de faire un bilan cardiaque avant l'introduction du traitement. Et on suit donc régulièrement ces paramètres: poids, taille, fréquence cardiaque, tension artérielle. Et bien sûr, évidemment, on suit l'évolution du traitement et les éventuels effets secondaires, tout ce qu'on fait aussi avec le méthylphénidate. Plus largement, comment est structuré le parcours de soins TDAH chez l'enfant et l'adolescent en Suisse? Les voies d'accès sont assez diverses. Il n'y a pas de parcours vraiment obligatoire. Souvent, les patients sont référés aux spécialistes par leur pédiatre. Certains pédiatres ont déjà eu une bonne formation dans le domaine du TDAH parce qu'on a fait beaucoup de formations et se sentent à l'aise pour initier un traitement et n'envoient le patient que dans un deuxième temps, soit pour valider le traitement, peut-être affiner le traitement, soit parce qu'ils ont vraiment des problèmes avec un traitement qui est mal toléré ou qui semble inefficace. Mais les patients peuvent venir aussi d'eux-mêmes. Souvent, finalement, par le bouche à oreille, ils peuvent arriver directement à la consultation. On ne les refuse pas, même s'ils ne sont pas envoyés par un médecin. Ils sont aussi souvent envoyés par les enseignants qui commencent à dépister le TDAH et par les logopédistes ou par les psychologues qui les suivent. Merci pour tout cela. Pour conclure, quels enseignements principaux les cliniciens français pourraient tirer de l'expérience suisse de la liste d'hexamphétamine et de la prise en charge globale du TDAH? Je pense que l'expérience la plus positive qu'on peut citer, c'est le fait que d'avoir une diversité dans les traitements, ça rassure beaucoup les patients, pardon, je dis les parents parce que je suis neuropédiatre, mais ça rassure les patients. Et je crois que c'est important, en tout cas moi je me sens très à l'aise de pouvoir dire aux patients, aux familles, quand on débute un traitement, qu'on a plusieurs possibilités et que si la première molécule ne fonctionne pas, on a d'autres molécules et on a vraiment une grande marge de manœuvre. Et je pense que plus on a d'alternatives à proposer, plus on peut vraiment s'adapter aux patients et leur expliquer que ça va être un traitement à la carte, et mieux le traitement est accepté, et meilleure est la compliance et même, je dirais, la tolérance à quelques effets secondaires qui seront mieux acceptés que si on n'a pas la sensation qu'on pourrait changer si nécessaire.